Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui va, j'espère, vous aider à comprendre l'inertie. Voilà, donc moi je suis Frédéric Paillet, je suis au foyer rural de Cannes-Foncerie, à côté de Toulouse. Vous avez les coordonnées sur la planche qui s'affiche. Alors, je ne suis pas un prof de physique, je suis plutôt passionné d'astronomie et en ça j'aime bien parler de la physique, mais pas avec forcément des notions euh, quantitative, pas avec trop d'équations, mais plutôt avec des notions qualitatives, c'est-à-dire expliquer les choses un peu avec les mains. Et j'aime bien évidemment parler de physique en relation avec l'astronomie parce que c'est très très souvent lié. Alors des définitions de l'inertie. L'inertie, on en parle sur le Larousse, qui dit propriété de la matière qui fait que les corps ne peuvent d'eux-mêmes modifier leur état de mouvement. Bon, voilà, c'est plutôt moyen. Le Wiktionnaire a quelque chose, à mon avis, d'un peu plus sympa. Il parle de résistance passive qu'opposent les corps du fait de leur masse au changement de l'état de repos, de mouvement dans lequel ils se trouvent. C'est encore un petit peu compliqué, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est un petit peu faux pour le Larousse. Alors, on va faire des petites expériences d'abord pour montrer ce que c'est que l'inertie, des expériences que tout le monde peut faire chez soi. Alors, première petite expérience pour montrer l'influence de l'inertie sur notre vie de tous les jours. Une pièce, une feuille de papier, un gobelet. Si vous prenez la feuille de papier, vous l'emmenez la pièce, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous tirez la feuille de papier de manière un petit peu brutale, hop là, la pièce tombe dans le gobelet. Pourquoi? Tout simplement parce que la masse de la pièce lui a permis, la force que le papier imprimé sur la pièce ne lui a pas suffi quand on a tiré le papier fortement. Et donc, c'est l'inertie de la pièce qui a prévalu. Et donc, elle est restée immobile. Et donc, évidemment, sans papier, elle s'est retrouvée à tomber dans le verre. Autre petite expérience, vous prenez un plan incliné, une petite voiture, vous mettez la pièce sur le toit de la voiture. Voilà. Attention, je lâche la voiture, tac, et la pièce tombe de la voiture. Alors, vous pouvez réussir un peu mieux que moi, tout simplement parce que la pièce est entraînée par sa masse. J'arrête la voiture, mais j'arrête pas la pièce, et les forces de frottement sur le toit de la voiture ne sont pas suffisantes pour arrêter la pièce. Donc c'est ça, la force d'inertie, qui a prévalu de nouveau, et qui a impliqué le mouvement de la pièce après le choc avec le dos. Et donc, une fois ces expériences faites, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'inertie, elle est très présente autour de nous. Et notamment, à chaque fois que vous rentrez dans votre voiture, tout simplement, vous mettez votre ceinture pour éviter que votre propre inertie, en cas de choc de la voiture, vous propulse à l'extérieur et vous blesse gravement. Alors, en histoire, j'aime bien parler d'histoire avant de parler de notions de physique, parce que l'histoire est parfois aussi intéressante que la physique elle-même. Euh, pour Aristote, alors Aristote, ça remonte à longtemps, hein, donc c'est 4e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est loin, loin. Pour Aristote, l'état naturel d'un corps, c'est le repos, il n'a pas de mouvement. On distingue les corps les plus lourds, qui sont la terre et l'eau, qui sont en bas, et ceux qui sont plus légers, le feu et l'air, qui sont en haut naturellement. Voilà, donc des notions un peu, enfin pas vraiment physiques pour l'instant. Il dit aussi que le mouvement n'existe pas sans moteur. Un moteur, une sorte de petite notion de force qui commence à exister, mais qui est vraiment balbutiante. Donc, ce n'est pas vraiment Aristote qui a inventé l'inertie. Pour Kepler, on fait un bond en avant de quasiment 2000 ans, mais on n'est pas encore arrivé, puisque Kepler, lui, nomme inertie, c'est la tendance des corps à rester au repos. C'est une notion encore très teintée Aristote, mais voilà, on n'a pas vraiment avancé. Évidemment, Kepler a travaillé sur d'autres choses où il était très brillant, mais bon, pas sur l'inertie. Galilée, c'est là où ça commence à vraiment avancer. Alors avant de parler de Galilée, on va parler de Jean-Baptiste Baliani, c'est un de ses disciples, qui est né quasiment la même année, enfin 2 ans d'écart. Et lui, il énonce le principe d'inertie comme loi fondamentale du mouvement. Alors il énonce tel que ceci: tout corps persévère dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, à moins
qu'il ne soit contraint par des forces s'imprimant sur lui à changer cet état. Donc voilà, une définition qui est assez bien, assez bonne. Et on va voir que Newton l'a reprise quasiment telle qu'elle. Alors Galilée, évidemment, on parlait du disciple de Galilée, mais il y a aussi Galilée, un des célèbres physiciens et astronomes de l'histoire. Donc lui, il étudie plutôt la chute des corps. Alors il étudie des boules sur un plan incliné pour arriver à avoir des mouvements qui soient visibles. Il en déduit que tous les corps chutent à la même vitesse. Alors c'est plutôt les débuts de la cinématique plutôt que la notion d'inertie et l'explication des forces, mais on commence à avoir des choses intéressantes et des inventions assez marquantes. Il remarque par exemple que sur un bateau en mouvement uniforme, on a une chute de corps exactement similaire à celle qu'on aurait en haut de la tour de Pise par exemple. Voilà. Il déduit aussi que le mouvement est relatif, qui dépend de l'observateur et il n'est plus la propriété du corps lui-même, comme le disait Aristote. Donc le mouvement devient quelque chose qui dépend de l'observateur, donc on est vraiment dans la cinématique. Alors on vérifie ça par Apollo 15, puisqu'en 1971, David Scott, l'astronaute, a lâché dans le vide, à la même hauteur et sans vitesse initiale, un marteau et une plume, et qu'est-ce qu'on voit? Et que tous les deux chutent à la même vitesse. Voilà, c'est une image qui est assez facile à trouver sur Internet, et on trouve aussi la vidéo en beaucoup plus long avec le son. Newton, alors Newton c'est encore un siècle plus tard. Newton il est né presque la même année que Galilée est mort, donc 1643, Galilée c'est 1642. Newton lui est vraiment à l'origine de la notion d'inertie, de manière extrêmement forte, il l'a définie d'ailleurs. Il passe vraiment de la cinématique à la dynamique. Les mouvements pour lui sont créés par des forces, l'inertie c'est la résistance des corps à ces forces. Et donc, il définissait 3 lois dans un livre dont la couverture est sur la droite. Les lois de Newton, ça date de 1687, donc ça ne nous rajeunit pas. Le livre s'appelait Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donc les principes mathématiques de la philosophie naturelle, et contenait beaucoup de choses intéressantes. Alors, on va détailler les 3 lois de Newton. La première loi de Newton, c'est le principe d'inertie. Voilà, donc là, il définit vraiment l'inertie. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque chose n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. On a quasiment au mot près la même définition que Jean-Baptiste Galliani. Voilà, donc il ne l'a pas inventée celle-là, mais il l'a quand même érigée en principe. Et on va voir que sa plus-value majeure, c'est sur les principes qui suivent. Alors, il a gardé, ou plutôt on a gardé plus tard, la référence à Galilée en appelant un référentiel dans lequel cette première loi est vérifiée, un référentiel galiléen. Voilà, donc on rend un peu à César ce qui appartient à César. Donc, principe d'inertie. Deuxième loi fondamentale, deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique. Alors ça, c'est bien connu des élèves de lycée qui apprennent la mécanique. Et ce principe dit, les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Voilà. Donc ça, c'est la version en lettres. La version en équation, elle est sur la droite. La variation du vecteur quantité de mouvement est égale à la somme des forces extérieures. Donc, la variation ou la dérivée. Ça marche quel que soit le système, même si sa masse n'est pas constante. Par contre, si la masse est constante, on peut le simplifier en la loi très très connue, somme des forces égale m fois l'accélération. Voilà. Et ce principe, évidemment, ne s'applique que dans les référentiels galiléens, qui ont été définis grâce à la première loi. On définit la quantité de mouvement, parce qu'on en parle dans la deuxième loi, mais on n'en a pas parlé jusque-là. La quantité de mouvement, c'est tout simplement P égale m fois V. Alors ça peut se définir de manière vectorielle, et d'ailleurs on le voit dans l'exemple ci-dessous, qui bouge. La notion est vectorielle, donc il faut ajouter les choses en plus ou en moins en fonction du sens du mouvement, notamment dans un cas comme dessiné en bas, qui est sur un seul axe. En gros, la quantité de mouvement se conserve en cas d'absence de force extérieure. Donc, typiquement, dans le cas d'un choc élastique entre deux mobiles, donc un de masse 2m, un de masse m, il est assez facile de faire le calcul.
et de voir qu'après le choc élastique, donc sans perte d'énergie, les deux arrivant l'un sur l'autre avec la même vitesse v, bah, le plus gros repart avec une vitesse plus faible et le plus petit repart avec une vitesse plus forte. C'est aussi le cas d'une propulsion de fusée. La fusée ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de physique, de concret. Donc, elle est obligée d'envoyer un système, d'utiliser la quantité de mouvement du gaz qu'elle émet vers l'extérieur, qu'elle pousse vers l'extérieur, et ça lui rend son mouvement à elle. Donc, c'est là aussi la notion de quantité de mouvement qui s'applique. Et donc, on en arrive à la troisième loi de Newton, le principe d'action-réaction. Ce principe dit pour Newton, l'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions des deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Alors de nouveau, l'exemple de la fusée. Une fusée, elle envoie des gaz avec de la masse et de la vitesse vers l'extérieur. Masse et vitesse, c'est donc quantité de mouvement. Et cette quantité de mouvement, elle la propulse elle de l'autre côté, comme par magie, sans avoir besoin de s'appuyer sur quoi que ce soit, ni quelque chose de solide, ni quelque chose de liquide. Donc, c'est un principe qui marche aussi dans le vide. Les deux patineurs, ça c'est facile, vous allez à la patinoire, vous vous poussez mutuellement, vous verrez que comme dans le cas des masses m et 2m qu'on voyait juste avant, vous aurez une vitesse qui dépendra de votre propre masse et du rapport entre votre masse et celle de la personne qui vous pousse. Si vous poussez un enfant et que vous êtes un adulte, ben, l'enfant partira avec une vitesse plus importante que vous. Et c'est aussi quelque chose qu'on n'imagine pas, auquel on ne pense pas tout de suite, le principe de la réaction, l'action et la réaction de la gravitation. La Terre attire la Lune, mais aussi la Lune attire la Terre avec la même force. Donc voilà, le principe d'action-réaction est beaucoup plus répandu qu'on imagine. Alors les trois lois en résumé, c'est une illustration très intéressante que j'ai empruntée à l'observatoire de Paris-Meudon. Donc le principe d'inertie, le principe, la deuxième loi qui définit la force est égale à la masse fois l'accélération, et la troisième loi, le principe d'action-réaction, avec l'exemple de la gravitation. Donc une planète et une lune, ou n'importe quelle autre planète, n'importe quel autre corps d'ailleurs, vous-même, c'est votre cas, vous attirez aussi la Terre de la même manière qu'elle vous attire. Et donc la formule est donnée, la formule est égale au produit des masses multiplié par la constante de la gravitation, constante G, divisé par le carré de la distance entre les deux corps. Voilà. Dans un référentiel non galiléen, ça c'est le problème, puisque jusque-là, on a considéré un cas qui était un peu idéal, un référentiel non galiléen. En gros, quelque chose dans lequel tout se passe bien et c'est assez facile, mathématiquement tout va bien, sauf que dans la vraie vie, ça n'existe pas, ou quasiment pas. Donc, on est obligé de tenir compte de forces d'inertie. C'est des nouvelles forces qui sont entre guillemets, puisqu'elles n'existent que à cause de l'inertie. Donc, on va les détailler. D'abord, on va parler de forces d'entraînement. C'est des forces qui sont liées à la position du corps dans le référentiel en mouvement. Et l'autre, c'est l'autre type de force d'inertie, c'est la force de Coriolis, qui elle est liée à la vitesse d'un corps dans le référentiel. Alors, on va expliquer ça plus clairement. Imaginez un référentiel en accélération. Un référentiel en accélération, typiquement un ascenseur qui monte et qui descend. Mais en fait, la force d'entraînement, elle s'applique au corps aussi. Et quand vous avez un ascenseur qui monte et qui démarre, vous sentez une accélération vers le bas, donc votre poids localement et pendant le temps de l'accélération est augmenté de la valeur de l'accélération de l'ascenseur. On se sent plus lourd. Inversement, si vous êtes en descente, l'ascenseur est en haut, il démarre, donc vous avez une légère accélération vers le bas qui vient se soustraire à celle de la gravitation, vous vous sentez plus léger. Voilà, donc un référentiel en accélération constante permet d'accélérer ou pas le corps qui est le corps de l'expérience. Vous avez aussi les référentiels en rotation. Alors c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez d'abord un référentiel en rotation qui montre qu'une masse qui est immobile dans ce référentiel en rotation, elle a son vecteur vitesse qui change. Alors, à droite, l'illustration montre que
Le mobile, quand il est en P1, il a une vitesse V1, et quand il est en P2, le référentiel ayant tourné dans le sens de la flèche, son vecteur vitesse a changé. À partir du moment où le vecteur vitesse a changé, il y a forcément une force qui s'est appliquée. Et cette force, cette pseudo-force, c'est la force centrifuge. Alors, cette force centrifuge, si elle n'existait pas, tout simplement, le mobile, il ne suivrait pas le mouvement de rotation, il irait tout droit. C'est le principe de l'inertie. Donc, si le mobile continue à tourner, c'est qu'une force s'exerce sur lui. Alors, typiquement, si vous êtes toujours debout sur la Terre ou assis sur votre chaise, c'est tout simplement que la Terre vous attire. Si la Terre arrêtait à un moment donné de nous attirer, on continuerait tous à partir dans l'espace en ligne droite. Et donc, plus personne ne se retrouvait sur Terre. Voilà, donc ça, c'est la force centrifuge d'un référentiel en rotation. C'est quelque chose d'assez courant dans la vraie vie et qui est utile dans plein de situations. Alors, plein d'exemples. Quand vous tournez en voiture, vous tournez à gauche, simplement, vous avez une force qui semble vous entraîner vers la droite. Et la compensation de cette force, sinon vous sortiriez de la route, c'est le fait que les pneus tiennent la voiture au sol et que vous tenez quelque chose dans la voiture. Vous utilisez quelque chose un point d'accès matériel. La force centrifuge est intéressante aussi dans une machine à laver ou dans une essoreuse à salade, puisqu'on utilise cette force-là pour évacuer l'eau vers l'extérieur. L'eau n'est pas retenue par quelque chose de physique, il n'y a pas de force de gravitation qui vient compenser. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle s'écarte, elle part vers l'extérieur. Seule la force centrifuge s'applique, il n'y a pas de compensation, donc l'eau se sépare de la salade ou du linge. Autre exemple, dans les jardins publics, vous montez facilement, c'est très facile de constater ça, quand vous tournez sur un petit manège, vous êtes attiré vers l'extérieur. Et si vous ne vous tenez pas sur le manège, c'est la force centrifuge qui va vous écarter, qui va vous envoyer à l'extérieur du manège. Et cette force-là a été appliquée, ce principe-là a été appliqué dans certaines attractions, donc à Paris notamment, dans des très vieux manèges comme ça. Je ne sais pas si ça existe toujours. En tout cas, le principe, c'était qu'on faisait tourner un cylindre, les gens se collaient forcément avec la force de centrifuge sur le côté, et puis on escamotait le sol, ce qui fait que les gens se retrouvaient collés contre le bord sans tomber. Voilà. Alors avant de parler des satellites, l'autre exemple, c'est celui de la Terre, tout simplement. Nous sommes soumis en permanence à une force centrifuge, et c'est, comme je disais tout à l'heure, la gravitation de la Terre qui permet de nous garder au sol. Alors on va extrapoler un petit peu ça sur l'histoire des satellites. On va partir un peu dans l'espace. L'orbite des satellites, elle est liée par une force qui est celle de la gravitation. Il n'y a qu'une seule force qui s'applique, à moins qu'il y ait des frottements, mais dans le cas simple, il n'y a qu'une seule force. La force de la gravitation. Alors s'il n'y avait qu'une seule force qui s'appliquait, simplement la gravitation jouerait son rôle, donc le satellite tomberait, mais il ne tombe pas grâce à sa vitesse. Voilà, sa vitesse lui donne une force centrifuge, et si la vitesse est bien calculée, la force centrifuge est équivalente à la force de gravitation, et donc le satellite ne tombe pas, il tourne en rond autour de la Terre sans jamais tomber. Donc en gros, la trajectoire d'un satellite, c'est une trajectoire inertielle. Le satellite essaye d'aller en ligne droite avec un mouvement rectiligne uniforme, c'est son vœu normal, on va dire. Sauf que là, son vœu est contraint par autre chose. Il a aussi une force qui s'applique sur lui, c'est la force du corps central. Donc sa trajectoire, c'est une sorte de mélange entre une trajectoire rectiligne uniforme et une chute libre vers le corps central. Alors la vitesse orbitale, c'est quelque chose de crucial. Quand on lance un satellite, il faut faire attention à sa vitesse. Si on l'envoie avec trop de vitesse, il va finir par s'éloigner indéfiniment. S'il n'a pas assez de vitesse, ce qui arrive souvent quand une fusée ne fonctionne pas bien, il tombe par terre. Voilà, donc aller dans l'espace, ce n'est pas tellement un problème d'aller dans l'espace. C'est pas un problème d'altitude, d'atteindre une altitude où on se dit être dans l'espace. Le problème, c'est d'y rester. Donc c'est plus une question de vitesse que d'altitude. Voilà, et c'est plus facile d'aller dans l'espace que d'y rester. Si vous lancez quelque chose en l'air verticalement, c'est pas très compliqué de l'envoyer dans l'espace comme ça, sauf qu'il va vous retomber sur la tête, parce que là-haut, il n'aura pas cette vitesse pour compenser la gravitation. D'ailleurs, la capture d'astéroïdes,
c'est quelque chose une notion qu'on entend souvent dire, sauf que c'est impossible si on n'a pas une perte d'énergie quelque part, donc un choc, un frottement atmosphérique. En gros, le mouvement inverse, c'est comme sur la trajectoire E, là, sur la figure, un corps qui arriverait avec une vitesse en venant de l'extérieur de l'orbite terrestre, il ne pourrait jamais se mettre en orbite autour de la Terre s'il n'y avait pas une perte d'énergie. Donc sa vitesse est trop importante, il va arriver proche de la Terre, certes, mais il va en repartir avec la même vitesse, et donc il va repartir à l'infini. Voilà, fin de la petite parenthèse. Alors, dans un référentiel en rotation, là on va un petit peu compliquer les choses. On va parler de notre ami Coriolis. Coriolis, c'est un Français, puisque jusque-là on a parlé d'Aristote, voilà, donc grec, on a parlé de Galilée, italien, on a parlé de Newton, anglais, on a parlé de Kepler aussi, allemand. Ouf, nous avons aussi, nous les Français, fait quelque chose. Donc c'était Gaspard Gustave de Coriolis, qui était un mathématicien du début du 19e siècle. Alors lui, il a plutôt défini précisément et mathématiquement la force qui a donné son nom, donc la force de Coriolis. La force de Coriolis, c'est une force qui est différente de la force centrifuge. La force centrifuge, qu'on vient de voir jusque-là, hein, avec les histoires d'essoreuse à salade et autres, c'est une force qui est appliquée sur un mobile qui est plutôt immobile dans le référentiel. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez quelque chose qui est sur Terre, comme vous là actuellement, on est en train de tourner autour de la Terre. Ok, normalement, on ne bouge pas par rapport à la Terre, et si le référentiel est fixé sur la Terre, on est immobile dans ce référentiel. Donc la force centrifuge s'applique à des corps immobiles dans le référentiel. Par contre, si le corps est mobile dans le référentiel, il y a une autre force qui intervient, une autre force inertielle, qui s'appelle la force de Coriolis. Alors, il y a une formule un peu barbare qui fait apparaître le petit triangle pointu là, qui s'appelle le produit vectoriel. Alors, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail de ces choses-là. Ce qui est facile à retenir, c'est que le produit vectoriel se trouve avec les doigts de la main droite. Donc, si on considère la première valeur du produit vectoriel avec le pouce, si on regarde la deuxième avec l'index, en fait, la force, le produit vectoriel est indiqué par notre troisième doigt, l'index, les trois faisant un triangle direct, un trièdre direct. Voilà, on va voir ça un peu plus tard dans des petites expériences. Voilà, donc juste pour dire quelle est l'interprétation inertielle de la force de Coriolis, c'est très facile à définir. Il suffit de dire que le mobile en mouvement, il a envie de garder une trajectoire rectiligne uniforme. C'est de nouveau son inertie qui le guide. Voilà, donc on va voir ça à travers une deuxième petite expérience. Alors, deuxième série d'expériences, on va parler de la force de Coriolis. Alors, on va montrer la force de Coriolis avec un petit exemple tout bête et de manière, comme on disait tout à l'heure, purement qualitative. Alors, le vecteur en rotation de la Terre, comme la Terre tourne dans le sens de mes doigts, si je prends ma main droite, le vecteur il est dans le sens de mon pouce vers le haut selon l'axe de la Terre. Imaginez maintenant qu'un mobile se déplace dans ce sens-là, il part du pôle Nord et il se déplace vers l'équateur. Ce mobile-là, il va subir une force de Coriolis qu'on va essayer d'imaginer avec les mains. Donc on prend d'abord le vecteur vitesse, comme ça. Donc le pouce qui pointe vers le vecteur vitesse, alors c'est pas facile des fois. Le vecteur rotation de la Terre, qui est sur l'axe, je fais un peu comme je peux. Et puis hop, je prends le troisième doigt qui indique la vitesse, la force de Coriolis, en fait le déplacement. Donc il est dans le sens vers moi. Donc en fait le mobile qui est là, il va avoir tendance à se déplacer vers la droite. Voilà. Ensuite, on va imaginer un autre cas, le cas où on est sur l'équateur. L'équateur, on se déplace vers l'est, comme ça. L'équateur, si on se déplace vers l'est, tout simplement, on va prendre la vitesse, voilà, on va prendre la rotation de la Terre, comme ça, et on va voir que le déplacement, il se fait dans ce sens-là. Alors, comme le vecteur rotation
et suivant l'axe, et qu'on est à l'équateur, mais on voit qu'on a une force qui est purement verticale. Voilà. Donc on a une force qui va s'appliquer vers la droite, si on regarde comme ça, ou vers la verticale. Donc finalement, si on considère un mouvement horizontal, il n'y aura pas de force de Coriolis. Et si on se met à une position intermédiaire, on peut remarquer, par exemple en se déplaçant vers l'est, qu'on prend de nouveau le vecteur vitesse, on prend le vecteur accélération et on obtient la force de Coriolis. Elle va s'appliquer vers la droite par rapport à l'axe. Donc, si on considère un mouvement sur la surface, on va avoir une déviation vers la droite. En fait, la force de Coriolis pour un déplacement horizontal dans l'hémisphère nord s'applique toujours, se donne toujours en fait comme résultat un déplacement vers la droite. Voilà, après cette deuxième série d'expériences, on va juste faire une petite parenthèse sur les forces d'inertie et la relativité générale. C'est un texte que j'ai trouvé dans Wikipédia, vous pouvez le retrouver aussi. J'ai trouvé l'idée très intéressante. La notion de force d'inertie, elle apparaît en relativité générale. Et les forces d'inertie, comme on peut le voir, elles sont toujours proportionnelles à la masse de l'objet sur lequel elles agissent. C'est le cas de la force de Coriolis, mais aussi évidemment la force centrifuge. Et donc Albert Einstein, au début du XXe siècle, il a commencé à se demander si la gravitation, qui elle aussi est directement proportionnelle à la masse, ce n'était pas aussi une sorte de force d'inertie. Et il remarque aussi qu'un observateur en chute libre dans une pièce fermée ne ressent pas la gravité. Si on avait un ascenseur qui était en chute en accélération permanente, on se croirait sur une planète. Si l'ascenseur est en descente, on se croirait sur une planète qui a une gravité plus faible. Donc Einstein, en pensant à ça, s'est dit, mais pourquoi cette gravitation ne serait pas aussi une force d'inertie, une sorte de force d'inertie appliquée par le reste de l'univers sur un corps donné. Et c'est cette idée qui l'a conduit à imaginer que la gravitation, c'était cette pseudo-force qui était due à la courbure de l'espace-temps. Et cette idée-là, une fois qu'il l'a creusée, comme il a bien su le faire, l'a conduit à définir la relativité générale. Donc, je trouve ça intéressant. On retrouve l'inertie avec la relativité générale. On verra aussi qu'il y a un des principes qui est très important, qui est une des bases de la relativité générale, c'est le principe d'équivalence. Alors voyons le principe d'équivalence. À droite, il y a une photo du satellite Microscope qui a été opéré par le CNES et qui a essayé de vérifier ce principe d'équivalence avec une précision jamais égalée. Alors, on explique un petit peu. Si vous avez une chute libre, chute libre, principe de Newton, le deuxième principe de Newton, somme des forces égale ma, avec une masse constante. Donc, somme des forces, c'est mg, puisque vous êtes uniquement dans une force de gravitation. Ma, c'est la force d'accélération. Donc, vous en déduisez g égale a. Donc, que tous les corps chutent à la même vitesse. On retrouve le principe de l'astronaute qui lâche le marteau et la plume dans le vide. Pourquoi dans le vide? Parce que ça évite d'avoir des frottements. Sinon, la plume, elle s'arrête bien avant le marteau. Mais en fait, si on regarde différemment les deux masses, les deux m, qui sont du côté de mg et du côté de ma, on voit que le m du côté de mg, c'est la masse grave. C'est la masse qui s'applique, que la gravitation applique sur le corps. Enfin, c'est la masse qui sert plutôt à appliquer la gravitation sur le corps. À droite, le m, c'est plutôt la masse inertielle. En fait, c'est la masse qui sert une fois que l'accélération est appliquée. Le principe d'équivalence, il dit simplement mg égale mi. On l'a testé depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle. C'est pas facile à tester. Il a été testé, il n'a jamais été remis en question. Et c'est un des principes en plus de la relativité générale. Donc si jamais un jour il était remis en question, on pourrait dans ce cas trouver des failles dans la relativité générale. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas, même avec les performances du satellite Microscope. Donc le principe de ce satellite, c'est tout simplement, il a fait l'expérience de l'américain Scott sur la Lune, mais évidemment dans un contexte beaucoup plus compliqué. Puisque pour arriver à avoir une différence de chute libre entre deux masses différentes, deux masses de valeurs différentes, il faut avoir une chute libre qui dure très longtemps.
Donc, le principe d'être en orbite avec un satellite, c'est qu'on peut simuler une chute libre très longue. Voilà. Et ce satellite, il a donc fait ça, et il a mesuré l'écart entre les centres de masse, de mesurer de manière extrêmement précise. Et jusque-là, mis à part, jusqu'à la précision mesurable par ce satellite, c'est 2 10 puissance moins 14, on n'a jamais vérifié qu'il y avait un écart entre les deux. Et donc le satellite microscope n'a pas vu de différence d'accélération entre les deux masses. Alors, le pendule de Foucault. Moi, j'aime bien le pendule de Foucault parce que c'est vraiment un truc assez incroyable. C'est quelque chose qui permet de simuler, aussi simplement que ça, un mouvement inertiel très long. Voilà. Le pendule lui-même, évidemment, il bouge. Mais le plan de ce pendule-là, lui, il est inertiel. Donc c'est assez intéressant de faire des expériences avec le pendule de Foucault parce que il montre à travers, c'est comme si on avait une chute libre très longue finalement. Il montre à travers l'oscillation du pendule et en surveillant le plan d'oscillation des choses qu'on ne peut pas voir avec des mouvements de chute qui durent quelques secondes comme ce qu'on fait couramment. Alors, le plan d'oscillation du pendule de Foucault, ce qu'a montré Foucault en 1851, c'est que le plan tourne. Voilà. Et que la rotation de ce plan d'oscillation, elle est due à la rotation de la Terre. En gros, c'est le principe, c'est la force de Coriolis. Si le mobile qui bouge de manière oscillante à son plan qui tourne, c'est simplement parce que ce plan-là, ce mobile qui bouge, donc on est vraiment dans la force de Coriolis, il a envie de rester inertiel, il a envie de garder un mouvement rectiligne uniforme. Sauf que la Terre l'oblige à faire autre chose. Et donc autant le mobile est attiré par la Terre, autant dans le plan, il n'y a aucune force de gravitation, et donc le plan, il essaye de rester immobile par rapport au reste du monde autour de lui, indépendamment du mouvement de la Terre. Alors ça a été la première preuve que la Terre tournait, et je trouve ça assez génial. C'est pas facile à montrer, il faut des moyens un petit peu compliqués, mais moins qu'un satellite. Et puis donc évidemment, c'est une des preuves, première preuve que la Terre tourne, et ça a eu un retentissement scientifique et dans la population qui était assez important. On va faire des petites explications pratiques sur le pendule de Foucault à travers notre troisième petite série d'expériences. Alors, troisième petite expérience, on va simuler le pendule de Foucault. Alors imaginez, le pendule de Foucault, là j'en ai fait un faux. Évidemment, celui-là ne marchera jamais parce qu'il est trop petit. Mais le principe est intéressant. Imaginez que vous avez un pendule de Foucault au pôle Nord et que vous le faites osciller comme ça. Voilà. En dessous du pôle Nord, je vais simuler la rotation de la Terre. Donc là, il est à peu près dans le plan entre moi et la caméra. Donc. Et si je fais tourner lentement l'axe, c'est-à-dire en gros la Terre tourne en dessous, vous voyez que le plan, il a tendance, alors évidemment il y a toujours des petits frottements, il a tendance à rester à peu près dans le même sens. On va recommencer l'expérience. Voilà, je vais essayer de le lancer sans vitesse. Voilà, donc là il est dans le sens à peu près vers la caméra. Je fais tourner l'axe, et bien il a toujours tendance à rester comme ça face caméra. Voilà, en tout cas, il n'a pas tendance à tourner comme s'il était comme ça, toujours dans le même axe par rapport à la petite planchette de bois du départ. Voilà. Et je reviens avec mon globe, l'explication du pendule de Foucault. Alors, imaginons maintenant, comme on a vu tout à l'heure pour la force de Coriolis, le pendule de Foucault, on le met au pôle Nord. Alors, qu'est-ce qu'on a vu au pôle Nord? Si le déplacement se fait dans un sens, il y a une déviation vers la droite. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, une fois au pôle Nord, quand la Terre va tourner, il va avoir tendance à rester immobile par rapport aux étoiles. Donc, il va tourner vers la droite. On le voit très bien. Le pendule de Foucault, si on le met à l'équateur, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va avoir un plan qui va essayer de rester immobile par rapport aux étoiles, mais ça tombe très bien, parce que là, finalement, le mouvement de l'équateur, lui, ça ne lui change rien du tout par rapport aux étoiles. Donc, le plan ne va pas changer. En fait, le mouvement, comme on a vu tout à l'heure, va être influencé uniquement par une force de Coriolis verticale. Et donc, sur le plan,
d'oscillation du pendule de Foucault, ça ne va rien changer du tout. À une latitude intermédiaire, par contre, si on prend un exemple d'un pendule qui va vers l'est, qui oscille est-ouest, ça va être une combinaison des deux. On ne va pas avoir le mouvement complet comme on l'avait au pôle Nord, on va avoir un mouvement intermédiaire. Voilà. Donc, si je reprends, la déviation va avoir tendance à se faire vers la droite. Donc, le pendule, c'est comme si il avait tendance, alors si on ne change rien, il va essayer d'aller, enfin, la Terre va l'entraîner comme ça, et lui, il va essayer de tourner le plus possible, comme il peut, puisque lui, il est quand même contraint à l'horizontale, il va essayer de tourner le plus possible en restant fixe par rapport aux étoiles. Donc voilà pourquoi le plan du pendule de Foucault oscille. Alors je refais l'expérience, mais comme ça. Donc il est comme ça au départ. La Terre tourne, et lui, il a tendance à tourner vers la droite pour essayer de rester le plus possible pointé vers les étoiles, pointé vers le reste de l'univers. Voilà l'expérience sur le pendule de Foucault. Alors après cette dernière série d'expériences, qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de tout ça? Le pendule de Foucault, on a vu qu'il tournait dans le référentiel lié au mouvement de la Terre sur elle-même. Donc il essaye de rester, quand il est au pôle Nord par exemple, il essaye de rester immobile dans ce référentiel-là. Donc il fait un tour en un jour sidéral, le temps que la Terre met pour tourner par rapport aux étoiles. Mais qu'est-ce qui se passe si on attend encore? On attend encore, on se retrouve avec un autre effet de rotation qui est l'effet du référentiel solaire, puisque la Terre tourne autour du Soleil. Imaginez un pendule de Foucault qu'on laisserait tourner pendant un an. Et simplement, lui aussi, il ferait une rotation sur lui-même, autour de lui-même en un an. Donc on voit qu'on aurait encore une force inertielle liée à la révolution annuelle de la Terre autour du Soleil. Et puis aussi, on pourrait continuer et se dire, bah oui, mais notre Soleil, il met 250 millions d'années pour faire le tour du centre de la galaxie. Il doit y avoir une force de Coriolis appliquée par la galaxie sur notre pendule de Foucault. Donc si on laissait pendant quelques millions d'années un pendule de Foucault en fonctionnement, ben lui aussi, on verrait qu'il a tendance à tourner et à rester fixe par rapport à l'inertie dans son mouvement autour du centre de la galaxie. Et finalement, on pourrait extrapoler encore ça avec le mouvement de la galaxie dans l'amas local, le mouvement de l'amas local lui-même autour d'autres amas, etc. Donc finalement, si on extrapole ça, et c'est ça l'idée vraiment intéressante, c'est finalement un référentiel galiléen, ça n'existe pas, et donc tout l'univers influence le pendule. Et finalement, tout l'univers a une influence sur nous. Alors évidemment, l'influence est plutôt faible, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'on est un petit point de l'univers, notre propre corps est un petit objet minuscule dans l'immensité de l'univers, mais le reste de l'univers n'est pas absent de notre vie courante. Il existe, il s'y applique de manière extrêmement faible, mais il s'y applique. Donc finalement, c'est un peu l'univers à portée de main, d'après le titre d'un livre célèbre, d'ailleurs que je recommande. L'univers entier a une influence sur les mouvements des corps. Inversement, toute masse influence le reste de l'univers. Ça aussi, ça a été montré, c'était le principe de la relativité générale. Toute masse crée, donc même vous, même n'importe quoi autour de vous, crée un champ de gravité, attire les masses autour et donc influence l'univers qui est autour. Bon, évidemment, le stylo qui est sur votre bureau va avoir du mal à influencer les trous noirs qui sont à quelques millions d'années-lumière, mais tout de même s'il influence très faiblement, il existe et cette masse a une influence. D'ailleurs, en relativité générale, la notion est identique et même encore plus marquée. Toute masse participe à la courbure de l'espace-temps, que ce soit votre masse, celle de votre stylo, celle de votre ordinateur, celle de la Terre, celle de la Lune et celle des étoiles et des trous noirs, évidemment. Alors en résumé, on va résumer ce qu'on a essayé de regarder dans cette vidéo. La notion d'inertie, ça commence avec Kepler, puisque bon, Aristote n'avait pas encore introduit cette notion. Mais surtout, ça se met en place avec Galilée, le principe les bases de la cinématique. Ça commence à être beaucoup plus sérieux avec Newton. Les 3 lois de Newton le définissent de manière explicite. Voilà. Ces lois sont encore valables pour la quasi-totalité des phénomènes qui nous entourent. C'est
c'est le lot commun des élèves de terminale ou de première scientifique. Voilà, la mécanique qui nous entoure, c'est vraiment Newton. Le référentiel galiléen, on a vu ça, c'est bien pratique pour simplifier les calculs. Donc ces fameux élèves de terminale le savent. Sinon, il faut compter avec les forces d'inertie, et là, ça se complique. Forces d'inertie qui sont les forces centrifuges et de Coriolis. On a vu aussi la différence entre masse inerte et masse grave. On a vu le principe d'équivalence, pour l'instant jamais remis en question. Et puis on a vu aussi, on a parlé du fascinant pendule de Foucault. Alors là, c'est l'objet finalement qui, à travers une petite expérience de pensée, nous montre que tout l'univers nous influence. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris des choses, tout comme moi. J'en ai appris en la préparant. Voilà.